On se retrouve à la page de votre livre, page 76, où cette fois-ci, on va faire un exercice sur un autre substrat qui est l'ovalbumine, c'est-à-dire le blanc d'œuf tout simplement. Donc c'est facile à faire dans des tubes à essai. Et cette fois-ci, on va étudier donc un autre substrat de nature protéique. Pour cela, on va utiliser une réaction chimique que vous avez peut-être vue en TP, qui est sur la page d'à côté, le document 14, qui est le test de Biuret. Le test de Biuret permet de mettre en évidence la présence d'ovalbumine, tout simplement, donc de protéines. Donc dans cette expérience que vous avez, cette fois-ci, ça se passe un petit peu différemment, parce qu'on prend la pepsine. La pepsine est une enzyme qui se trouve dans l'estomac, donc ça il faut le savoir, et qui attaque donc, comme vous le savez, que la famille des protides. Alors dans le premier tube à essai, vous voyez qu'on a mis 5 millilitres et on n'a mis que de l'eau distillée. Donc là, bien sûr, l'ovalbumine, vous voyez les petits dessins à côté, reste trouble. Donc il ne se passe absolument rien, c'est un petit peu logique, on appelle ça un tube témoin, donc sans aucune réaction. Dans le deuxième tube, on rajoute cette fois-ci la pepsine, mais toute seule. Avec donc les protéines, il ne se passe rien. C'est-à-dire que la pepsine, dans un milieu normal, avec donc un pH du blanc d'œuf, ne fonctionne pas. Donc rien du tout. On reste toujours trouble. Dans le troisième tube à essai, on met cette fois-ci l'ovalbumine avec 5 gouttes d'acide chlorhydrique et de l'eau distillée, bon, pour diluer. Alors pourquoi on fait cette expérience? Tout simplement pour montrer à quoi sert l'acide chlorhydrique. Normalement, ça sert à faire baisser le pH, mais là, visiblement, si vous faites baisser le pH tout seul, avec de l'ovalbumine tout seul, eh bien, il ne se passe rien. Bon, c'est un peu logique, puisqu'on n'a pas mis l'enzyme. Mais enfin bon, ça s'appelle aussi un tube témoin, pour montrer tout simplement, et là c'est dommage, ils auraient dû mettre une colonne avec pH pour montrer que le pH descendait. Dans le tube numéro 4, vous voyez qu'on a mis cette fois-ci l'ovalbumine. On a fait baisser le pH avec l'acide chlorhydrique. On a rajouté l'enzyme et là, bingo, ça marche. Limpide, vous voyez la dernière, ça marche. Ça veut dire que la pepsine a donc décomposé l'ovalbumine en acide aminé et le liquide est devenu limpide. On continue l'expérience, mais cette fois-ci, au lieu de mettre de l'acide chlorhydrique qui abaisse le pH, on met ici du sodium NaOH qui augmente le pH. Et là, malgré la présence d'ovalbumine, la présence donc de soude et la présence de l'enzyme, ça ne marche pas. Donc là, rebelote, c'est pour montrer que la pepsine est spécifique à un pH acide. C'est normal puisque la pepsine travaille dans l'estomac. Donc il faut absolument qu'elle soit à un pH acide. Donc si on change le pH et qu'on lui met de la soude, ça ne marchera pas. Par contre, si on lui met des bonnes conditions, donc de l'acide chlorhydrique avec de la pepsine, la réaction fonctionne. Vous voyez, là on l'avait mis avec rien du tout, c'est-à-dire qu'on n'avait pas mis d'enzyme. Bon là c'est normal, ça ne marchait pas. Alors, je vous expliquerai pourquoi, en fin de compte, on fait ces tubes témoins, tout simplement pour montrer que ce n'est pas l'HCl qui décompose l'ovalbumine, puisque même si on met que l'HCl, au cas où vous diriez ah mais attendez, c'est peut-être ici, c'est peut-être l'HCl qui a fait le travail, c'est peut-être pas la pepsine. Eh bien, pour vous montrer que c'est pas l'HCl qui a fait le travail, on a fait le tube 3 où on a mis l'HCl tout court avec le substrat et on s'est rendu compte que ça ne faisait rien. Donc quand on met l'HCl, le substrat et la pepsine, là ça marche, ça veut bien dire que c'est la pepsine qui est donc l'enzyme qui a décomposé le substrat. Voilà un petit peu. Alors là, on aurait pu changer aussi le substrat, mettre ici un autre substrat, et on aurait vu à ce moment-là que la pepsine n'attaquait pas les glucides ou les lipides. Voilà. Et toujours pareil, ce sont les propriétés des enzymes que vous avez dans votre cours. Et c'est grâce à ces expériences que l'on met en évidence ces spécificités. Bonjour, on termine donc ce chapitre sur la transformation de l'aliment en nutriments avec des sujets de bac. Le premier, le sujet 2008, on vous demande simplement de nommer
les nutriments obtenus à la suite donc de la digestion des GPL, et ensuite de préciser leur devenir et leur utilisation. Donc là, vous allez vous servir, attention, ça vaut 3 points, donc c'est énorme. Vous allez vous servir, bien sûr, des fiches que l'on a préparées en cours. Alors, nommer les nutriments, ça c'est dans le cours. La famille des glucides, les nutriments obtenus sont les glucoses, fructose, donc des oses. Pour la famille des lipides, ça va être des acides gras d'un côté, du glycérol en majorité de l'autre. Et dans la famille des protides, ce sont bien sûr des acides aminés. Ensuite, préciser leur devenir et leur utilisation. Donc là, je vais repartir sur les fiches, vous rappeler des fiches que nous avons faites en cours. Donc la fiche sur la digestion des lipides, celle des protides et donc celle des glucides. Donc là, on vous demande pour les trois leur devenir et leur utilisation. Et à ce moment-là, vous allez à la fin de la fiche, ici en bas. On a donc, on l'a pas rempli en cours, hein, donc vous l'avez vu à la maison. Leur devenir, ça veut dire que vous devez dire si elles passent de façon passive ou active la membrane donc de l'intestin, et où elles vont. Est-ce qu'elles vont dans le sang ou dans la lymphe? Ça, voilà la première partie. Et la deuxième partie, on vous demande leur utilisation. Alors, bien sûr, pour les glucides, il y a les trois, hein, le stockage, et la production d'énergie et la production de matière organique. Pour les lipides, il n'y a uniquement, bien sûr, que dans la production de matière organique. Et pour les... Non, c'est raté. Pour les lipides, c'est les trois. Et pour les protides, c'en est une. De toute façon, vous l'avez dans le cours. Donc, on fait compte, il faut mettre les trois et mettre à côté, comme je vous l'ai mis dans le cours, soit glucides, lipides, soit les trois, glucides, protides, lipides, etc. Voilà. Donc, d'où l'intérêt d'avoir fait ces fiches, tout simplement. Donc, ça, c'est pour le sujet 2000. Ah mince, alors on va reprendre, voilà, ça c'est pour le sujet 2008. Le sujet 2009, on vous indique uniquement, on vous demande justement de donner juste les rôles des lipides dans l'organisme. Ça veut dire, une fois mangés, à quoi servent les lipides? Rebelote, on retourne sur nos fiches, on prend celle des lipides qui est là et on dit tout simplement les trois rôles qui sont en bas de la fiche. Le rôle de réserve, le rôle de production d'énergie et le rôle de production de matière organique. Encore ces fiches. Après, vous allez dire pourquoi je les ai faites. Hein. Eh bien, c'est pour ça. Sujet 2010, c'était un exposé structuré. Donc, il valait 5 points et demi. C'était à l'époque donc cette façon de proposer. Donc là, on ne sait pas encore comment va être... donc, on ne sait toujours pas. Hein, mais je pense que vous allez avoir aussi un exposé structuré à faire. Là, pour 5 points et demi, vous deviez dire les lieux, les mécanismes et les agents de transformation. Sous-entendu, les enzymes, agents de transformation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet la transformation? Donc, bien sûr, il y a les enzymes et puis il y a le fameux brassage. Des aliments en nutriments. Donc, bien sûr, les schémas à faire, c'était les fameux schémas que vous connaissez, les fameux schémas, donc protides, lipides, glucides, mais cette fois-ci, tous ensemble, puisqu'on vous demande pour les trois familles. Hein. Donc, il ne vous distingue pas l'un ou l'autre. Donc là, il fallait faire un dessin qui cumule donc ces trois parties. Il faut savoir dessiner, je vous le rappelle, le système digestif avec l'arrivée exacte du canal cholédoque et du canal pancréatique. Hein, donc, entraînez-vous à la maison. Et donc, pour illustrer cet exposé, il fallait bien sûr faire un seul schéma, hein, pas les trois séparés, bien sûr, et montrer à chaque fois avec des couleurs, donc comme je l'ai fait, où était par exemple la bile, ici, où était l'émulsion de l'estomac, la lipase linguale, le suc pancréatique, par des couleurs. Voilà. Donc, si vous faisiez comme ça... Alors, par contre, on vous demande que ça. Hein. On ne vous demande pas ni leur devenir et ni leur utilisation. Ça, il fallait le garder pour la conclusion de l'exposé. Donc, il y avait quand même
pas mal à mettre hein, dans cet exposé-là. Alors, on va reprendre la suite du sujet. Donc le sujet 2014. Alors la première question, elle est au niveau du chapitre 1, vous avez dû vous en rendre compte. Précisez en justifiant la réponse quel groupe d'aliments appartient le soda et la crème dessert. Donc si vous avez bien retenu le chapitre 1, le soda est donc dans la catégorie des boissons sucrées et la crème dessert est dans la catégorie lait et produits laitiers. Donc très facile comme réponse. La deuxième question, cette fois-ci on vous demande le ou les rôles, hein, bien sûr il y en a plusieurs, de l'organisme pour les glucides, pour les lipides et pour les protéines contenues dans la crème dessert. Bon, ça c'est anecdotique que ce soit la crème dessert. Eh bien, rebelote, il fallait au niveau des fiches, eh bien, donner bien sûr le détail de ces trois stockages et production. Alors si vous voyez bien, les glucides et les lipides c'est pareil, il n'y a que au niveau des protéines qui sont pas, je vous rappelle, une famille de biomolécules qui est spécialisée dans l'énergie. On s'en sert vraiment à la fin quand on ne peut pas faire autrement, sinon production bien sûr de matière organique. Donc là reprenez la fin du cours, tout est marqué, donc vous voyez que ça sert à quelque chose. Alors, on va passer à des sujets d'examen au sujet des enzymes. Vous aviez dans le document 1 à analyser et les résultats uniquement, vous demandez d'analyser, mais ça vaut quand même 2 points, donc il fallait faire une petite conclusion quand même, un début d'interprétation, puisque la question de 2 est complètement indépendante. Donc dans la question de 1, vous aviez donc 3 tubes, un avec de l'amidon, un avec de l'amidon et de l'amylase, et un avec de l'eau distillée et de l'amylase. Ça vous fait penser bien sûr aux exercices du livre qu'on a corrigé. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Dans le tube 1, 2 points, et à chaque fois on revient à la ligne. Dans le tube 1, l'amidon reste intact au bout de 15 minutes. Donc le substrat, puisque je vous rappelle qu'il faut utiliser le vocabulaire, le substrat seul n'est pas modifié. Par l'expérience, hein, donc, qui dure 15 minutes. Ici. Le tube 2, 2 points. L'amidon disparaît donc au bout de 15 minutes. Hein, on le voit ici, ça devient négatif. Et on le voit ici, ça devient positif pour la liqueur de Fehling. Donc, on dit quoi? L'amidon disparaît au bout de 15 minutes, donc en glucose, puisque la réaction de la liqueur de Fehling est positive, ça veut dire qu'il y a présence du glucose. Donc, l'amylase a hydrolysé le substrat, qui est donc l'amidon. Parce que là, on vous rappelle quand même que le test de liqueur de Fehling met en présence les oses et que l'eau iodée met en présence la molécule d'amidon. Donc, qu'on a déjà vu en cours. Donc là, rien d'extraordinaire. C'était vraiment une expérience beaucoup plus facile que celle qu'il y a dans le livre. Et le tube 3, le tube 3, tout est négatif. Pourquoi? Pas tout simplement parce que dans le tube 3, vous n'avez que de l'eau et l'enzyme. Donc, qu'est-ce qu'il fallait dire? Parce que ça semble bizarre qu'on mette un tube avec que l'enzyme. Eh bien, c'est comme le tube 1 qui est bizarre aussi puisqu'on a mis que le substrat. Donc, on se doute bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui va se passer. Alors, pourquoi on fait ces tubes 1 et ces tubes 3? Tout simplement parce que ce sont des tubes dits témoins pour prouver tout simplement que le substrat, quand il est seul, dilué dans de l'eau, n'est absolument pas modifié par l'expérience. Et le tube 3, c'est pareil. Ça montre tout simplement que l'amylase, sans substrat de toute façon, n'a absolument aucune action, donc seule dans de l'eau, elle n'agit absolument pas au bout de 15 minutes. Voilà, donc en fin de compte c'était le tube 2 qui était le plus intéressant dans cet exercice-là. Et dans la question donc 2, où on vous demande de préciser le processus de digestion de l'amidon, et bien là il fallait prendre la fiche de la digestion des glucides et pour 2,5 points, donc c'est assez long, le processus de digestion, c'est-à-dire toute cette première partie ici, uniquement processus de digestion. Tiens, comme par hasard, ce sont exactement les mêmes mots. Donc je ne les ai pas mis par hasard. Donc voilà, toute cette première partie, c'est tout pour 2,5 points. Ça vaut le coup donc de les apprendre.